Hey coucou! Alors bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. Écoutez, c'est en pyjama que je vous lance ça. Nuit compliquée. Visiblement, mon corps s'est pas encore remis. Dans le dernier vlog, vous avez vu que j'avais terminé ça un peu sur les genoux, comme on dit. Alors, c'est pas encore totalement réglé. Donc, en ce jour d'élection fédérale, vous allez avoir ça décalé, vous saurez déjà qu'est-ce qui s'est passé. Ben voilà, j'ouvre un nouveau vlog finalement. Je suis un peu décalée dans mes ouvertures de vlog parce que j'ai finalement, avec le un jour un graphique des deux derniers vlogs, ça m'a rempli ça jusqu'à pleine capacité en termes de durée. Donc, ben, pour pas que vous ayez. Vous allez déjà avoir un long métrage, mais pour pas que vous ayez trop un long métrage, j'ai quand même décidé de répartir un peu le tout. Donc, en ce lundi, congé, comme un peu compliqué encore au niveau santé, ben, je vais prendre ça mollo aujourd'hui. Seul objectif de la journée, aller voter. Puis seul objectif de la soirée, suivre la soirée électorale. À part ça, je vais voir comment ça va. Pour la lecture, c'est l'état dans lequel je suis, c'est un peu plus compliqué pour lire. Fait que je vais voir, même pour les livres audio. Fait que je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être un mini casse-tête. J'avais un beau gros casse-tête que je voulais faire, mais je pense que la concentration penchée, ce sera pas l'idéal. Je vais voir comment je vais lancer ma journée, mais je voulais juste, sans attendre, lancer le tout nouveau vlog. Alors, ben voilà. Allez, on se lance ça. Hey, bonjour! Alors, je vais faire une prise 2 parce que ce midi, j'ai fait un petit coucou ici dans la studio mobile en mode urgence parce que j'étais partie prendre une petite marche alors que je suis encore en librairie aujourd'hui pour le boulot. Et là, j'étais comme, je vais aller dans un café. Vous avez vu les petites images avant. Puis j'étais comme, je vais aller marcher et tout. Puis finalement, il y a eu comme vraiment un déluge. Puis je suis rentrée en urgence dans l'auto. Puis là, je vous ai fait une super belle petite chronique de ma lecture en cours. Mais le son n'a pas fonctionné. Alors voilà, me revoici. Fin de journée, complètement épuisée, mais bon, je vais essayer de reprendre ça. Je disais que j'avais tergiversé pas mal pour choisir ma lecture en cours. Je savais pas trop quoi faire, je savais pas si je prenais une lecture audio ou pas. J'ai essayé quelques trucs, puis finalement, je suis tombée par hasard, parce que je l'ai vu apparaître sur les plateformes, sur un livre de Jean Echenoz. Puis, ben d'ailleurs, je sais pas vraiment comment prononcer son nom. J'ai toujours dit Jean Echenoz, puis là, j'ai réalisé que le Z se prononçait. C'est peut-être Jean Echenoz. Peut-être que c'est plus ça. Bref. J'en ai jamais lu. Oui, je sais. Ça fait très longtemps que Jean Echenoz fonctionne. C'est publié aux éditions de Minuit. Plein de petits opuscules et tout ça. Puis, bon, j'ai vu son plus récent qui était passé, qui s'appelle Bristol. Et il est paru aussi en livre audio chez Écouter Lire. Puis là, j'ai commencé à l'écouter comme ça, en me disant, on sait jamais. Puis j'ai vraiment... Je sais pas si son écriture est comme ça tout le temps, mais j'ai vraiment adoré ce que j'ai entendu. Donc, pour Bristol, pour moi, ça se trouve à être une espèce... En tout cas, dans ce que j'ai entendu là, peut-être que c'est pas comme ça tout le temps, mais c'est comme un peu un hybride entre la plume de Fabrice Caro et Daniel Pénac. Je peux pas demander vraiment mieux. Donc, c'est vraiment un mélange de pince sans rire, humour, je sais pas trop, bienveillance et absurdité, on dirait. En gros, on va suivre Bristol, Robert Bristol, qui est si j'ai bien compris, parce que je suis encore au début, un réalisateur, scénariste, qui est bien ancré dans ses habitudes et qui, comme souvent les artistes, a décidé que, en fait, veut que les choses se passent comme il conçoit, comme il l'a planifié, comme il pense que ça doit se passer. Et un peu comme peu importe le coup. Puis là, on va le retrouver alors que une journée, en fait, un matin, il va sortir de chez lui, super concentré sur l'adaptation qu'il est en train de faire en ce moment d'un roman en film. Et il y a quelqu'un qui va se lancer en bas de l'immeuble, donc en bas du 5e étage, un homme nu. Et il est tellement dans sa bulle qu'il y va passer, mais c'est comme s'il se dit « Je réagirai pas à ça, ça me concerne pas ». Les gens s'agitent autour, puis lui, il est juste comme dans sa bulle. Il s'en va au boulot, puis on va le suivre en fait dans la suite de ses pérégrinations, c'est-à-dire le développement de ce fameux film-là, les relations avec
qu'il faut qu'il y ait avec l'autrice parce qu'il fait une adaptation d'un roman, puis elle est comme super carrée, puis elle veut contrôler tout et tout. Puis le fait qu'éventuellement, il va même falloir qu'il fasse des compromis parce qu'on lui dit qu'il ne peut pas aller tourner où il veut tourner. C'est censé se tourner en Afrique, puis on n'a pas les budgets. Puis il finit par faire des compromis avec l'autrice du roman initial parce qu'elle lui impose une comédienne. Bon, tout ça, ça a l'air un peu banal, mais ce qui n'est pas banal, c'est la plume. C'est juste, je ne sais pas comment la décrire, c'est on nous propose une espèce de narration, comme si on lisait un peu un scénario. Donc, on est vraiment dans la neutralité et l'efficacité évocatrice. Je sais que c'est weird, mais vraiment, on dirait que Jean Echenoz, son don dans ce roman-là, c'est de savoir choisir le mot et non pas la phrase ou la locution pour évoquer exactement une situation, puis faire surgir en nous le rire, le sentiment, ben, pas les sentiments, mais percevoir l'ironie, on sent que c'est comme une espèce d'une ironie par rapport à peut-être au milieu littéraire puis au milieu cinématographique. Il y a du comique de situation comme c'est pas possible, mais en même temps, le narrateur est comme super sérieux. C'est un roman qui est narré de façon super sérieuse. Fait qu'on laisse vraiment le lecteur se faire sa propre perception humoristique de la situation. En tout cas, je suis vraiment tordue. Genre, je suis vraiment tordue de rire. Je trouve ça très drôle. En même temps, tout n'est pas totalement drôle là-dedans. Là. Il y a des gens qui sont... C'est une drôle d'existence, disons, que le personnage a, Bristol. Des gens partant avec le fait qu'il se fout un peu de ce qui se passe dans son immeuble, qu'il voit tout sous un œil cinématographique, que pour lui, on dirait que la fin justifie toujours les moyens. Mais je suis vraiment embarquée. Donc, je vais le poursuivre et ben, je vous en donnerai des nouvelles. Mais c'est vraiment une découverte totalement par hasard. D'ailleurs, si vous avez lu de d'autres gens Echenoz, est-ce que la manière dont je vous décris la plume, ça vous semble être sa plume habituelle? Si oui, est-ce que vous avez d'autres titres à me suggérer? Sinon, c'est quoi son style de plume habituellement? Mais je sais que je suis super tardive, c'est pas nouveau. Jean Echenoz, c'est vraiment pas nouveau, mais je viens comme de tomber dans cette espèce de tal-là. Puis là, je suis comme bien excitée de la situation. Alors voilà, bien, sur ces bonnes paroles, je vais continuer ma route, me rendre à la maison et voilà, me reposer un peu. Mais je vais écouter ça je vais me retourner sur fond de Jean Echenoz. Alors à bientôt! Énormément lu du coup, mais j'ai quand même profité un peu, surtout hier en fin d'après-midi où j'allais mieux. Tout à coup il a commencé à avoir une petite pluie printanière comme ça sur la terrasse. J'avais juste ma nacelle qui était à l'abri, heureusement. Je me suis posée dans ma nacelle avec la pluie qui tombait. Oh, c'était trop bien. Coucou, alors je vous prends, on est mercredi, fin de journée. Et ben voilà, j'ai terminé pendant que j'allais faire ma course du jour, le fameux et le très rocambolesque, absurde et savoureux Bristol de Jean Echenoz. Bon, j'ai vu qu'il y avait des retours partagés, mitigés en fait pour ce livre-là. Et il semble que la plume de Echenoz est pas mal comme je vous l'ai décrite un peu en général. Mais bref, écoutez, je suis restée... La fin m'a laissé dubitative, mais j'ai comme compris que ça faisait un peu partie de la dynamique. C'est une non-histoire, dans le fond. Donc, c'est vraiment une non-histoire. Fait qu'attendez-vous pas nécessairement à ce qu'il y ait une structure... En fait, c'est que malgré une structure qui semble classique, qui semble, comme je vous dis, proposée comme un scénario de cinéma, donc on est vraiment comme on va à l'essentiel, mais en même temps, les genres de didascalies ou les descriptions ou les façons de mettre en contexte les choses sont tellement efficaces que, ben, dans le fond, c'est comme si on s'y voyait. Fait que c'est très là-dessus, la plume, comme je vous dis, c'est une plume qu'on voit qui est super travaillée pour écrire comme ça avec autant de concision, pour écrire et décrire comme ça avec autant de concision, de justesse et d'ironie la vie. Ça prend quand même une plume bien agile. Donc, voilà, écoutez, je ne dirai pas trop d'autres choses sur l'intrigue, à part le fait que c'est une non-histoire, que c'est écrit un peu comme... J'appellerais ça un roman de série B. Mais ça fait comme si c'était pas bon, mais
la structure est faite comme un film de série B un peu. Donc, tu sais, on a comme vraiment des gens qui sont un peu comme notre voisin, mettons, qui sont simples, sont pas nécessairement, qui se distinguent pas nécessairement de l'ensemble de la population, qui ont l'air un peu banal et tout ça, puis on mousse un peu le quotidien, puis il leur arrive plein de choses qui sont surprenantes, puis qui sont rocambolesques, puis on fait monter la tension, puis il y a plein de fois où on se dit ça y est, ça va débouler, mais que finalement, ça demeure une vie de série B. Bref, j'en dirai pas plus. J'ai trouvé que c'est quand même. Je suis vraiment contente de tomber là-dessus. C'est pas un coup de cœur pour moi parce que la fin, mais bon, en même temps, je pense que c'est voulu. Là, fait que c'est juste moi qui aurais voulu peut-être avoir quelque chose. Dans ce style-là, je préfère peut-être un petit peu plus le côté absurde, mais disons sympathique avec les lecteurs de Fabrice Caro dans ses romans parce que ça se conclut en général. Mais il y a vraiment une grosse parenté. Cela dit, j'ai tellement eu un plaisir de lectrice puis d'amoureuse des mots là-dedans parce que c'est incroyable. Les mots qui sont choisis, c'est fou. C'est juste parfait, exactement ça. Puis là, je ne l'ai pas en format numérique, je l'ai juste en format audio numérique. Il n'est pas encore paru en format numérique ici au Québec, donc juste en audio numérique auquel on a accès. Puis je ne l'ai pas sous la main non plus. Donc, je pense que je vous aurais vraiment lu des extraits puis s'arrêter comme potentiellement pour ceux qui n'ont jamais lu Echnoz, parce que je ne sais pas si ça existe, là. Il est très connu, là. Mais voilà, donc c'est ça. Je sais que de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a quand même. Il y a eu des. Je sais pas trop, à moins que j'ai mal compris, mais comme si c'était un peu un nom de plume, puis il y a une affaire avec le Goncourt qui est un peu compliquée. Puis il me semble que d'ailleurs, j'avais écouté une vidéo de Jeannot ce livre là-dessus, puis je l'ai écouté, j'ai retenu genre pas une problématique, mais une genre de comment on peut dire ça? Caroline, ça me revient pas le mot. En tout cas, une situation qui a soulevé l'ire collective par rapport au Goncourt, puis je n'avais pas l'impression que ça impliquait Jean Echnoz. Puis peut-être que je suis quand même dans le champ, mais là, on dirait que c'est ça que j'ai lu. Bref, si jamais, peu importe. Disons qu'on enlève le côté contexte extérieur, puis qu'on le prend juste pour qu'est-ce que c'est-à-dire un roman, donc sa plume et tout ça, ben j'ai bien apprécié mon expérience de lecture. Comme je vous dis, n'hésitez pas si vous voulez vous manifester en commentaire, à me dire si vous en avez lu, est-ce que ça vous plaît ou pas, est-ce que le contexte de l'auteur, finalement, c'est quelque chose que je devrais être au courant, puis que je ne sais pas, puis que là, je suis en train de mettre les pieds dans les plats, mais allez-y, avec respect et bienveillance. Ça me fait plaisir de vous lire. Puis sinon, ben, je sais pas trop vers quoi je me dirige. J'ai reçu une réservation de livre audio qui est le plus récent tome de la série de Pentecost et Parker, j'oublie toujours son nom de famille, de Steven Spotswood, que j'aime vraiment beaucoup, absolument. À chaque fois, j'attends, puis j'hésite avant de les faire, puis à chaque fois, de les écouter, puis à chaque fois que je me plonge, je suis vraiment heureuse. C'est très, très bien fait, puis c'est deux héroïnes très atypiques, et très atypiques, mais en même temps très intéressantes et tout. Puis là, le dernier tome s'est terminé sur un cliffhanger de la mort. Genre, la mâchoire m'a décroché quand je l'ai terminé. Puis c'est pas négatif quand je dis ça. Là. Des fois, quand on dit maintenant on est rendu à un cliffhanger, c'est comme si l'auteur fait exprès pour faire en sorte qu'on veuille lire la suite. Puis là, dans ce cas-ci, c'est comme un enchaînement, après comme 3 ou 4, il me semble que c'est ça, 3 tomes, qui tendent vers éventuellement quelque chose comme ça. Fait que c'est moins surprenant. C'est pas comme si à chaque fin de tome, de nouveau tome, on se terminait puis qu'on faisait comme « Oh! » Ça m'énerve un peu. Mais dans le fond, la façon dont on s'est présenté, j'ai pas l'impression que je me faisais manipuler, mais c'est peut-être le cas. Donc ça, je l'ai reçu. Puis comme à chaque fois, ben j'ai hâte de lire, mais en même temps, je sais pas si je suis dans le mood pour lire ça. Fait que vous savez un peu comment c'est. Fait que je vais regarder le tout. Je vous tiendrai au courant de ce que je vais lire pour la suite de la semaine. Mais cette parenthèse échelonneuse m'a bien plu. Au départ, en fait, ce qui est arrivé, c'est que
Il me restait 3 heures que je pouvais écouter sur la plateforme que j'utilise le plus, en fait, qui est Nextory.fr pour écouter mes livres audio. Puis, il me restait 3 heures pour mon forfait mensuel. J'ai un forfait de lectrice avide, disons, mais là, il me restait 3 heures. Puis, je cherchais des courtes lectures, puis je ne peux pas chercher par durée, donc c'est un peu chiant. Mais souvent, j'avais remarqué que les Écouter lire, donc de Gallimard, la collection Écouter lire de chez Gallimard, souvent, ils m'ont proposé des versions qui sont des versions intégrales, puis sont la plupart du temps pas très longues par rapport au nombre de pages originales du livre. J'en prends pour repère même les Daniel Pénac, qui sont absolument des bonnes briques. Bon, c'est lu par Daniel Pénac, mais c'est pas si long pour qu'est-ce que c'est. Fait que c'est comme si le rythme de lecture est plus normal ou accéléré. Ben, pas accéléré, mais mettons un ton normal, ce qui fait que ça va quand même assez vite. Ou alors, ils mettent souvent de l'avant des petites plaquettes. Donc là, je m'étais dit, un petit écoutez-les. Puis là, ben, je sais pas, ils m'étaient proposé l'algorithme m'a proposé un Echenoz après avoir lu une de mes dernières lectures que j'avais lues via la plateforme Nextory. Puis ça n'avait aucun rapport. Hein. Je veux juste vous dire que leur algorithme, j'adore cette plateforme-là, mais disons que pour l'algorithme de suggestions de lecture, il y a encore un petit peu de croûte à manger, mais en même temps, c'est la seule chose que je pourrais dire pour cette plateforme-là. C'est une plateforme française. Je trouve que la formule est tellement excellente. Puis pour moi, c'est un complément à ce que je peux trouver en bibliothèque. Donc voilà. Alors c'est pour ça que je suis tombée sur Echenoz, mais coudonc, c'est un hasard qui fait bien les choses. Alors, ben voilà, sans plus tarder, à la place de vous jaser pour rien dire, je vous dis à la prochaine. Hey, coucou! Alors, on se retrouve version studio mobile, pause repas. Et je voulais vous parler parce qu'en fait, j'ai eu l'opportunité de lire un album jeunesse pendant ma pause repas cette semaine. Et j'ai pas pu vous en parler. Puis je voulais vraiment vous en parler avant d'oublier. Donc, c'est un album qui est super remuant, qui est venu me chercher. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez comprendre finalement, en venir à savoir les genres de choses qui viennent me chercher. Mais personnellement, ça vient me chercher. Et c'est le livre qui s'intitule Si difficile, donc Si difficile, et c'est de Guridi. C'est publié, si je me souviens bien, chez La Joie de lire. Et je vais peut-être me tasser un peu, peut-être je vais essayer de vous mettre quelques petites images. C'est l'histoire d'un enfant qui nous raconte à quel point sa vie est difficile. Puis sa vie est difficile parce qu'il souffre d'anxiété. Puis c'est en plus quelqu'un de super timide. Donc, ça va être un enchaînement de situations où il considère que les choses sont difficiles. Et ça va être des choses pour des gens qui ne vivent pas nécessairement avec l'anxiété. Ça va être des choses qui nous apparaissent comme étant banales. Arriver à un endroit où les gens vont nous poser des questions, avoir à interpeller les autres, la peur de l'inconnu et tout ça. C'est tellement bien fait. Écoutez, c'est un pari visuel intéressant en même temps. Guridi, tu sais. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je me souviens jamais si c'est un ou une créatrice. Si vous ne connaissez pas Guridi, je vous invite à découvrir cette patte visuelle-là. Donc, on fait le pari d'un album qui est monochrome, donc noir et blanc. Et on va alterner entre des doubles pages sur fond noir avec de l'écriture blanche qui représente le monologue intérieur ou en fait l'interaction du personnage principal qui est l'enfant et qui nous raconte les situations où c'est difficile pour lui. Et ensuite, on a toujours une double page avec fond blanc, donc trait en noir, qui illustre à la fois la situation et comment ce que vit l'enfant modifie sa perception de la situation. Donc, c'est en effet un album qui peut sembler à structure répétitive, mais il y a quand même une certaine... il n'y a pas nécessairement une progression vers un dénouement final. En même temps, oui, un peu quand même, mais c'est plus un partage. C'est plus... On accueille la confidence de cet enfant-là qui nous parle de sa vie qui est si difficile. Et à la fin, il y a quand même un grand pas qui est fait pour l'enfant. Mais ce que j'ai aimé, c'est que
C'est justement tout en sobriété et ça permet vraiment de plonger le lecteur dans une perception de la vie que peut-être il n'a pas. Et tout ça en peu de mots et avec des visuels qui ne misent pas nécessairement sur le spectaculaire, le coloris et tout, mais vraiment juste sur l'immersion du lecteur dans une perception de la réalité qui malheureusement envahit les vies de ceux qui vivent avec l'anxiété ou l'extrême timidité. C'est pas deux choses pareilles, bien entendu, mais dans ce cas-ci, pour le personnage, c'est deux choses qui sont ensemble. Donc, il y a l'anxiété et la timidité que l'enfant a avec lesquelles l'enfant a à jongler. Et j'ai trouvé ça parfait. J'ai trouvé ça, c'était un coup de cœur. En même temps, c'était un coup au cœur, bien sûr. Ça touche, c'est un enfant. Et même si vous ne viviez pas avec l'anxiété, c'est quelque chose qui nécessairement, je pense pas qu'on peut vraiment rester indifférent avec ça. Par contre, c'est pas misérabiliste. C'est très... comme si on suivait l'enfant, en fait, pendant une journée à ses côtés sans rien dire puis avoir juste été témoin de ce qui se passe. Il n'y a pas de... il n'y a pas de jérémiade. Il y a juste une mise en mots de qu'est-ce que l'enfant vit. Puis c'est juste... Je sais pas comment dire ça, mais c'est un album qui, je pense vraiment que c'est un incontournable. Je sais pas à quel point ça serait reçu, de quelle façon ça serait reçu par les très jeunes enfants. C'est sûr que le fait que ce soit en noir et blanc, ça peut fonctionner, mais des fois, c'est un pari qui demande un accompagnement pour que l'enfant accroche. Puis ça reste quand même un album qui aborde une thématique spécifique. Mais en même temps, ça permet de voir quand même les choses autrement. Donc, je pense quand même que c'est un album qui pourrait fonctionner peut-être pour qu'un enfant qui vit avec l'anxiété se sente reconnu. Bien sûr que tout le monde qui vit avec l'anxiété ne vit pas ça de la même façon, mais il y a quand même plusieurs choses qui sont là, puis se sentent reconnus peut-être dans ce qu'il vit. Et ou pour faire découvrir, en fait, aux enfants une autre réalité, une autre façon de percevoir les choses. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à la fois beau, doux, triste, remuant. Il y a une petite pointe d'espoir quand même. En même temps, c'est quelque chose qui peut quand même être un outil indispensable, mais c'est pas comme souligné à grands traits, c'est pas... on nous force pas ça dans la gorge et tout. Donc ça, des fois, c'est toujours un petit peu le risque quand on prend ce pari-là. Mais avec Guridi, on est toujours entre bonnes mains. Pour moi, c'était une lecture mémorable, comme vous pouvez le voir. Et je suis bien contente de pouvoir vous en parler. Et sinon, j'ai fini par me lancer dans la fameuse lecture audio dont je vous parlais. Là, j'ai tergiversé encore ce matin, mais je me suis dit, bon, ben, c'est correct, je vais y aller. Donc, je suis dans le tome le plus récent de la série Pentecost et Parker de Steven Spotswood. Et je ne pourrais pas vous dire grand-chose de l'intrigue parce que c'est un tome 4. Puis, il se passe tellement de choses. Puis, en fait, c'est particulièrement la suite du tome précédent. Donc, c'est sûr qu'on va évoluer quand même. Viviane Pentecost et Will Parker, qui sont deux femmes qui travaillent au sein d'une agence de détectives dont Viviane Pentecost est propriétaire, qui a une extrêmement bonne réputation dans le New York il me semble que c'est milieu du 20e siècle, je suis plus sûre. Et ce sont deux personnages complètement singuliers. Viviane Pentecost, qui justement s'est fait une réputation dans un monde d'hommes. C'est une des femmes avec l'esprit le plus vif possible. Malheureusement, c'est une femme qui a une contrainte parce qu'elle vit avec la sclérose en plaques. À l'époque, c'était pas super bien. Il n'y avait pas tant de traitements qui pouvaient aider, mais encore maintenant, c'est pas non plus résolu. Et elle a recruté Will Parker alors qu'elle était une enfant des cirques, elle s'était sauvée de la maison, elle avait été accueillie par un cirque puis elle travaillait là-dedans. Puis à un moment donné, elle a fini par la rencontrer puis elle a vu en elle un esprit aussi vif, puis aussi quelqu'un avec une empathie puis une fiabilité puis une sensibilité qui fait en sorte qu'elle va pouvoir être un excellent bras droit. Et entre autres choses aussi, peut-être l'accompagner parce qu'éventuellement, elle a plein de limitations elle va malheureusement des choses qu'elle ne peut pas faire en raison de la sclérose en plaques. Ça va dépendre des journées ou des semaines pour elle. Donc, c'est ça, on va suivre habituellement. C'est comme un peu le journal de Will Parker, parce que c'est un peu comme le Arthur Conan Doyle. C'est elle qui narre habituellement les intrigues. Qui met toujours en scène des milieux assez particuliers, hommes, femmes, mais des personnages aussi qui sortent des normes. On suit quand même deux personnages qui sortent des normes. Dans le cas de Will Parker, il y a bien sûr son passé. Il y a aussi le fait qu'elle est peut-être pas ouvertement, mais presque ouvertement lesbienne à cette époque-là. Donc, c'est pas, même maintenant, c'est pas nécessairement toujours accepté encore aux États-Unis, mais là, à cette époque-là, c'est encore moins.
Et là, ben, dans le fond, à la fin du précédent tome, il s'est passé, comme je vous disais, un rebondissement qui bouscule absolument tout et qui fait en sorte que pour ce tome-ci, sans j'essaie de ne pas vous divulgacher, qui fait en sorte que pour ce tome-ci, il va falloir résoudre un meurtre qui est en lien avec ce qui s'est passé dans le tome précédent. Et Will Parker ne pourra pas compter sur sa boss, Pentecost, pour cette fois-ci, pour diverses raisons. Donc, il va falloir qu'elle se rabatte sur d'autres alliés. Alors, écoutez, jusqu'à maintenant, comme je vous le disais, c'est toujours aussi savoureux. L'écriture est vraiment excellente. Je suis contente de retrouver les personnages. Donc, ben voilà, c'est ma lecture en cours. Alors, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce midi. Puis, sur ces bonnes paroles, j'étais allée marchouiller un peu, vu qu'il fait un peu beau. Puis après ça, ben, je vais continuer ma journée. Alors, ben, on se dit à tout bientôt. Hey, coucou! Alors, on est le dimanche 4 mai. Et ben, je vous prends en cette journée estivale. Il fait 20 encore aujourd'hui. Et moi, je n'étais pas prête vraiment à ça. Je suis une bébête d'hiver, comme vous le savez. Mais ça va, je me suis dit que il fait soleil, il faut faire provision de vitamine D. Mais je voulais surtout venir vous parler de ma lecture que j'ai terminée, donc le plus récent tome, qui est en fait le tome 5 de la série de Pentecost and Parker de Steven Spotswood. Alors, c'est Dead in the Frame. Donc, je l'ai écouté en livre audio et ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Dans la série, j'ai aimé les tomes à chaque fois, vraiment. Peut-être le tome 2, il me semble que j'avais eu un petit peu plus. C'était correct, là, mais c'était pas comme un coup de cœur. Mais tous les autres tomes, ça a toujours été des coups de cœur. Puis celui-là particulièrement, parce que comme je vous dis, on est vraiment dans une situation où, bon, je peux zéro vous dire qu'est-ce qui se passe parce que ça va tout vous divulgacher. Il y a vraiment une évolution des personnages au fil des romans, même si techniquement, le livre donne quand même un peu d'informations. Donc, l'autrice donne un peu d'informations sur qu'est-ce qui a pu se passer un petit peu dans les autres tomes pour qu'on puisse, à la limite, peut-être le lire, puis c'est correct. Mais c'est vraiment plus agréable si on le lit en lisant ça. Je sais pas comment vous en parler. Donc, qu'est-ce qui... OK. Donc, c'est un roman qui met l'accent sur peut-être, disons, la relève. Donc, Will Parker qui travaille avec... c'est Lillian Pentecost et non pas Viviane, comme j'ai pas arrêté de dire un peu plus tôt. Donc, et qui travaille avec Lillian Pentecost, qui est la grande détective privée bien connue à New York à cette époque-là. Et ce tome-là va être un petit peu focusé plus sur Will Parker parce que, comme je vous dis, Lillian Pentecost va être dans l'impossibilité d'être sur le terrain, en tout cas, pour faire les enquêtes. Et donc, c'est vraiment Will Parker qui va devoir apprendre à bien cerner les choses, prendre les bonnes décisions, faire les bonnes recherches, mais tout ça dans un état de stress, d'urgence, de détresse, de tout ça en même temps. Et qui, dans le fond, va avoir à faire tout ça et à apprendre à fonctionner en autonomie, mais aussi à se confronter à ses propres biais, ses propres capacités et tout ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que l'accent va être quand même mis, malgré le fait que l'enquête va tourner autour d'un homme qu'on a rencontré dans le tome précédent, qui est un collectionneur, qui a comme un musée noir, un peu un collectionneur d'artefacts liés à des crimes. Donc cet homme-là va mourir. Et ça va avoir des conséquences assez importantes sur les personnages principaux de cette série-là. Et dans le fond, même si c'est techniquement ça l'enquête de base, à travers tout ça, à travers l'impact que ça va avoir sur certains des personnages principaux, on va mettre quand même l'accent beaucoup sur, même si c'est encore le cas maintenant, mais un peu comme l'inefficacité de la justice à l'époque, et particulièrement l'inefficacité de la justice envers les gens dans la marge, les femmes entre autres, mais aussi les personnes trans, les personnes homosexuelles, les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, donc les personnes qui sont dans la pauvreté. Et par le biais de tout ça, on va vraiment avoir une espèce de petit cours d'histoire slash un petit peu prise de position. J'ai trouvé ça vraiment excellent. C'est super bien mené. Les personnages sont... On y croit, on est avec eux autres. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer. On veut que ça se termine comme on le souhaite, mais pas nécessairement non plus rose bonbon parce que ces deux personnages-là, Pentecost et Parker, ne nous ont jamais vraiment habitués à ce genre de fin-là. En même temps, il y a vraiment un petit côté, l'intrigue est super finement ciselée. J'ai vaguement envisagé l'hypothèse finale, peut-être vers le 2/3, mais sans trop savoir exactement comment ça pouvait s'être fait. C'est vraiment prenant. C'est un peu...
aussi un plaisir, entre guillemets, de tissage de mystère. Donc, vraiment, on sent que ça a été tissé avec soin, que les indices nous sont donnés de façon parcimonieuse, mais efficace. Et puis, comme toujours, gros coup de cœur pour les personnages. Si les personnages, je pense... Bon, la plume est quand même assez... est utilitaire, mais... la voix qu'elle donne, en fait, aux personnages principaux, je trouve que ça fait en sorte qu'elle a quand même une certaine couleur, parce que vraiment, Will Parker, on va la rejoindre, puis ça va être une jeune femme qui n'a pas la langue dans sa poche pour l'époque, comme je vous dis, qui ose, en fait, assumer le fait qu'elle évolue dans les ornières, puis ça a toujours été comme ça, puis ça va toujours être comme ça. Et donc, c'est quelqu'un qui, oui, bouscule un peu le destin des autres, oui, bouscule un peu les certitudes des autres, mais c'est quand même quelqu'un qui sait qu'il y a des émotions, qui a quand même... Tu sais, c'est pas... Des fois, on a des héroïnes qui sont des super héroïnes, puis elles n'ont comme pas d'émotions, puis c'est comme à la limite, qu'il n'y a pas de mérite de faire ça parce qu'elles sont comme un peu insensibles au reste. Mais elle, ça reste quand même un personnage super sensible. J'aime beaucoup qu'on développe aussi son côté personnel, son côté qui est amoureux, son côté qui est amoureux, bon, elle est lesbienne, donc à l'époque, c'est pas nécessairement évident. Son côté de différentes complicités à travers différentes classes. C'est vraiment le personnage passe-partout, interclasse sociale. Et puis, évidemment, Liliane Pentecost et tous les autres qui évoluent. Coup de cœur pour... on a un gros accent sur la personne, comment on pourrait dire? La gouvernante plus que la femme de chambre ou tout ça, mais gouvernante, cuisinière, etc., qui est une personne, une écossaise qui est là, c'est Mrs. Campbell. Son accent coupé au couteau, son gros bon sens, son grand cœur, puis qui est toujours prête à, au pire aller, avoir peut-être une poêle sous la main pour régler les situations les plus problématiques. Vraiment, j'ai adoré ça. Donc, je pensais que ça allait peut-être se clore là, puis ça aurait pu, mais de ce que je comprends, c'est que potentiellement, il y a en fait un autre opus qui peut-être pourrait être proposé. Puis, si ça peut paraître comme on étire un peu en même temps, c'est intéressant parce que si jamais c'est écrit, ça va nous permettre d'approfondir vraiment beaucoup le mystère derrière le personnage de Liliane Pentecost. Donc on connaît un peu quelques éléments, mais sans nécessairement aller beaucoup dans son passé. Ça fait beaucoup penser, entre guillemets, à Hercule Poirot, pas juste dans le sens où on le connaît en surface, on sait que le personnage a eu un passé, on sait que ça a un impact sur son présent, mais c'est vraiment un personnage qui aime pas parler nécessairement des choses qui sont personnelles, puis qui sont, dans le fond, dans sa vie, considère que ça lui appartient et tout. Donc, c'est ça qui est intéressant et tout. Donc, si ça se fait, c'est sûr que je vais me garrocher sur ce titre-là. Et sinon, sinon, ça serait quand même correct. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait sourire. C'est pas une semaine en ce moment où j'ai beaucoup de lectures, mais c'est correct que je me reprends avec la semaine passée où j'avais eu les lectures de graphiques. Je vais peut-être me lire une dernière petite lecture pour aujourd'hui. Puis ensuite, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais clore le vlog ici. Puis vous allez avoir 2 vlogs la semaine prochaine. Donc techniquement, aujourd'hui, vous en avez eu un qui était celui de ma semaine, la fin de la semaine, un jour un graphique. Lui, je pense que je vais vous le poster mercredi. Je vais vous le publier mercredi. Je vais vous le mettre en ligne mercredi, je vais y arriver. Et je vais quand même commencer un nouveau vlog pour pouvoir en avoir un autre dimanche prochain, puis en revenir en fait à ce que je sois à jour dans le sens où, en fait, la semaine que vous voyez le dimanche, c'est la semaine qui vient de se terminer, donc on n'a pas tant de décalage, parce que je trouve ça quand même intéressant. Alors, voilà, écoutez, je regarde ça. Si je le lis, ça s'appelle Petite douceur de Véronique Grenier. J'en avais un petit peu parlé là, dans les derniers vlogs, c'est vraiment un petit opuscule de poésie pour ados. Et celui-là qui aborde un peu, je pense, le côté de prendre soin de soi quand ça ne va pas nécessairement bien. Je pense que je vais ouvrir la 4e de couverture de nouveau pour que vous soyez plus en mesure d'évaluer le tout. Il y a des jours où tout va mal, des jours qui nous échardent. Après avoir fui l'école sur un coup de tête, une adolescente se réfugie dans sa chambre, avec son cahier et ses crayons. Elle s'attelle à explorer différentes façons d'apaiser la douleur. De la poésie qui parle des gestes doux qu'on peut poser envers soi-même lorsque le quotidien devient trop lourd à porter. C'est beau, hein? Puis, c'est ça, cette collection-là, c'est chez La Courte Échelle. Puis, c'est habituellement des romans en vers libre qui ressemblent comme ça ici. Qui ressemblent à ce type de mise en page-là. Assez sobre. Toujours avec une police de caractère coloré. Il me semble que c'est toujours le bleu pâle qui est utilisé, mais peut-être pas. Mais c'est toujours une couverture de caractère coloré. Mais il n'y a pas de... Par contre, comme dans la collection unique, il n'y a pas
de fantaisie, de graphisme, là, mais on est vraiment un peu dans le même genre. Alors, écoutez, je m'y lance, puis ben, je vous reviens quand je peux. En revanche, je suis ravie et un peu triste de vous dire que j'ai terminé Anne de Green Gables avec le dernier tome qui s'appelait Rilla Marilla de Lucy Maud Montgomery. Et rebonjour. Alors, ben écoutez, je viens juste de, en effet, lire le fameux Petite douceur de Véronique Grenier chez La Courte Échelle. Et c'était très remuant et très beau, et j'en parlais pas moins de Véronique Grenier. Je l'avais connue, je vais m'aider de ce qui est à l'arrière, je l'avais connue aux éditions de ta mère en fait, avec son Chenou, particulièrement Hiroshima. Même son essai sur About chez Atelier 10. Donc, c'est une autrice que je suis particulièrement. C'est une enseignante en philosophie au cégep et qui, dans ses recueils de poésie, mise sur une prose poétique qui est un peu sur le rough, pas nécessairement trop peaufiné. On est vraiment dans le langage parlé, mais le langage parlé de l'introspection. La santé mentale est abordée beaucoup quand même là-dedans, sans tabou, sans nécessairement misérabilisme, mais avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de finesse, malgré le fait que ça a l'air un petit peu, comme je vous disais, que la langue employée, c'est vraiment une langue, disons, commune, mais comme si on préférait que justement elle s'habille pas trop de grands atours pour juste aller à l'essentiel. Donc, dans Petite douceur, je vais tantôt le résumer, c'est super touchant, c'est vraiment l'histoire d'une adolescente qui va pas très bien, finalement, et qui sait pas trop comment gérer ça. On dirait que c'est une adolescente qui a vraiment un sentiment de mal-être, un sentiment d'inadéquation, de jamais être assez. Donc, il y a vraiment un côté qui est au niveau de la perfection, de la soif de perfection, de l'anxiété, de mécanismes de défense aussi. Donc, en tout cas, alerte au traumavertissement, mais c'est super bien amené. Puis à l'arrière, il y a des ressources, donc c'est mentionné. Il y a des ressources aussi pour si jamais chez quelqu'un, un jeune qui lit ça, ou même un adulte, que ça peut déclencher quelque chose, bien, il y a des numéros, des ressources et tout. Mais il y a quand même quelque chose qui implique de l'automutilation. Mais c'est très beau. C'est une histoire d'une ado qui part à la dérive, mais qui prend conscience qu'elle part à la dérive, puis qui essaie de voir si elle peut pas essayer de prendre soin d'elle, de commencer déjà à prendre soin d'elle, avant même, en fait, tout en demandant de l'aide éventuellement. C'est super doux, c'est super simple. En même temps, on retrouve l'espèce de fougue puis l'intensité émotionnelle de l'adolescence. Quand tout est toujours trop grand pour nous, de toute façon, notre corps est déjà trop grand pour nous. Tout est trop grand pour nous. Et c'est quelque chose d'assez marquant. C'est quelque chose qui... On se laisse bercer. Bon, le titre est un petit peu menteur, entre guillemets. Ben, en fait, non, mais oui, petite douceur, oui, c'est ce qu'on souhaite, oui, c'est ce que le personnage principal finit par emprunter comme voie pour essayer de poursuivre dans sa vie. Mais en même temps, il n'y a rien de magique. Puis c'est ce que j'aime avec Véronique Grenier, c'est qu'il n'y a rien de tragique, mais il n'y a rien de magique. Donc, oui, là, on est quand même pour quelque chose qui s'adresse à l'adolescence. Donc oui, techniquement, il y a quand même une évolution assez rapide, entre guillemets, du personnage. Donc, on va la suivre pendant une journée. On suppose qu'elle est au plus bas. Puis dès la fin de la journée, elle commence déjà à, dans le fond, réaliser qu'il y a juste celle, finalement, qui peut, dès le départ, avant même qu'elle décide d'aller vers les autres, puis d'avoir un cercle pour l'aider, justement, à arrêter de dériver et tout. Il y a juste elle, en fait, qui peut s'occuper d'elle
Donc, c'est vraiment beau. Mais c'est sûr que, bon, c'est un peu en accéléré, là. Mais c'est le seul moment où, pour Véronique Grenier, ça se passe à cette vitesse-là, mais ça reste un recueil pour ados. Puis je trouve que c'est intéressant. Mais même si ça va rapidement, même si à la fin, on a l'espoir qui arrive, on reste quand même dans... Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais il faut s'accrocher. Puis on va peut-être y arriver. Puis ça se peut qu'on tombe, mais on va se relever. Fait que je sais pas, je trouve que c'est tellement intéressant. C'est pas des messages qu'on enfonce dans la gorge. En même temps, ça fait du bien en arrière-plan. En même temps, c'est pas tout doux, tout doux. En même temps, on voit qu'il y a des chavirements. On présuppose potentiellement qu'il va peut-être avoir encore d'autres trébuchements dans la suite des choses. Mais en quelque part, c'est tellement beau, c'est super inspirant. Cette adolescente-là, je la trouve inspirante, peu importe l'âge qu'on a. Elle est inspirante pour les jeunes, elle est inspirante pour les adultes. Juste de ne pas oublier des fois que on peut être aussi doux avec nous-mêmes. Ah, c'était vraiment beau. C'est vraiment excellent. C'est pas un coup de cœur, parce que c'était pas mon préféré de Véronique Grenier. Ben, c'est pas vrai, je les ai tous aimés. Celui-là, c'est juste parce que ça s'adresse à des ados. Donc, c'est quand même un peu plus niché quand même. Mais cela dit, je trouve quand même qu'elle arrive à atteindre l'universalité, atteindre justement le fait que tout le monde peut se sentir interpellé, malgré le fait que le personnage principal est une ado. Mais c'est une excellente lecture, là, vraiment. Donc, écoutez, puis en plus, tu sais, juste pour vous dire, ces collections-là, c'est pas des collections qui sont très chères. De mémoire, c'est 12,95, je pense. Il existe aussi habituellement en numérique. Donc, passez pas à côté de ces petites douceurs-là, même si au bout du compte, c'est des petites douceurs post-gros remue-ménage, gros chaos. Ça vaut vraiment la peine. Puis si vous ne connaissez pas Véronique Grenier, je vous suggère particulièrement en fait, tout. Hiroshima, Chenou, Carnet de Parc, tous ces opuscules, son essai à bout chez Atelier 10, vraiment, c'est une autrice qui vaut la peine d'être découverte. Donc voilà, dernière petite shot. Et je vais terminer, comme j'avais dit, le vlog ici parce que, c'est ça, je vais essayer de le faire un peu moins long, de le monter. Si tout va bien, je vais vous le mettre cette semaine, donc en cours de semaine, donc vous en aurez 2 pour la semaine. Là, pour le moment, j'ai comme une petite réalité, vous avez peut-être remarqué dans le dernier segment, mais une petite réalité physiologique qui fait en sorte que j'ai comme plus de misère à parler. Je pense que c'est plus comme lié à des allergies. Puis c'est super inconfortable. Fait que je sais pas, là, je vais voir. Si cette semaine, ça se poursuit, peut-être que ce vlog-ci sera pour dimanche prochain, pour avoir un petit peu quelque chose dans les... en réserve, en fait, dans les valises au cas où. Mais sinon, ben, vous aurez peut-être un deuxième vlog. On verra bien. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Je sais que je dis toujours ça, puis je sais que je suis super en retard sur les réponses, mais je les lis toutes vos réponses. Puis, dès que je vais pouvoir m'y mettre, dès que je vais avoir un moment, je vais m'y lancer pour pouvoir vous répondre. Mais en tout cas, ça me fait plaisir toujours de lire vos commentaires. Et puis, ben, j'espère que vous avez des bonnes lectures en ce moment. Même s'il fait super beau, que peut-être que vous avez d'autres possibilités ou d'autres façons de lire malgré tout. Puis, ben, nous, on se dit à la prochaine!